qui prennent en charge les enfants de pauvres, il y a des institutions qui prennent en charge les enfants de pauvres et qui réalisent d'excellents résultats, qui obtiennent d'excellents résultats. Donc c'est possible. Simplement, on s'est un peu engourdi, on s'est un peu routinisé. Et bien sûr, c'est les enfants favorisés qui ont fait les performances. Ils n'ont rien volé. Ils ont travaillé, ils ont stressé, ils ont été reçus. Mais c'était les seuls qui pouvaient faire ce travail. Les autres ne pouvaient Il y pas. avait les conditions. Il y avait les Voilà. conditions pour pouvoir le faire. Merci Voilà. beaucoup. Une autre question d'un internaute, Stéphane. Oui, une question de Monique pour Boris Cyrulnik. Oui, Merci. bonsoir. Bonjour Monique, vous êtes Bonsoir. avec nous? Oui, du Var. Bonsoir. Monique du Var. Ah, dans le Var, à côté de chez Boris Cyrulnik, justement. Voilà. Comment peut-on faire vivre la résilience pour les salariés qui reviennent sur le site de l'entreprise dont ils ont été éloignés pendant 2 mois minimum? Est-ce que c'est votre cas, Monique? Dans notre entreprise association, oui, ça va être le cas pour une quarantaine de salariés, voilà, qui étaient en télétravail. Et vous pensez que ça va être une difficulté pour vous? C'est ce qu'ils expriment pour l'instant. Merci beaucoup. Donc, Boris Cyrulnik, un cas concret, un retour après 2 mois d'absence dans des bureaux. Est-ce qu'il y a des facteurs de résilience qu'on peut enclencher pour mieux vivre cette reprise du travail? Alors, ça dépend comment s'est passé le confinement. Si le confinement a été brutal, si le confinement a fait que ces gens confinés ont attribué au confinement la signification d'une exclusion, la résilience sera difficile à déclencher. En revanche, il y a beaucoup de gens qui retournent au travail avec bonheur. Et beaucoup de gens disent qu'ils sont impatients de retrouver leurs collègues de travail. Pour ça, il faut qu'avant le confinement, il y ait eu de bonnes relations au travail, ce qui était souvent le cas, mais pas toujours. Il y avait des milieux où on souffrait beaucoup au travail. Il y avait des milieux où il y avait un nombre très élevé de burn-out, comme on dit maintenant. Quand j'étais gamin, on disait dépression d'épuisement professionnel. Maintenant, ça fait chic, on dit burn-out. Mais c'est la même idée. Donc, si avant on avait des conditions de travail difficiles, si avant on était humilié par la hiérarchie, si avant il y avait des conflits, on allait au travail le cœur serré, effectivement, on aura du mal à reprendre son travail après le confinement. Mais ce n'est pas le cas de la majorité. C'est pas rare du tout, hein, mais dans la majorité des cas, les gens sont impatients de reprendre leur travail et ils auront du mal à pas s'embrasser en se retrouvant sur les lieux du travail. Je pense par exemple aux adolescents, ils vont se remettre à vivre en retournant faire leurs études, ou les jeunes vont se remettre à vivre en retournant au travail. Donc il faudra leur dire attention, il y a encore des gestes de protection à assurer pendant 2-3 mois. Donc tout dépend quelle relation vous aviez avant le confinement. S'il y avait des relations, des facteurs de vulnérabilité, ça sera difficile. Mais s'il y avait au travail des facteurs de protection, ça sera facile. Merci. Donc, comme pour tout cas, finalement, hein, c'est ce qui se passe avant le trauma, la situation difficile, qui permet ou pas la résilience. Peut-être on va faire un tour vers les réseaux sociaux. Léonore, est-ce que tu es en ligne? Oui, je suis en ligne. Alors, quelles nouvelles sur les réseaux sociaux? Des commentaires intéressants? Oui, beaucoup de commentaires sur l'éducation, sur la santé, en réaction aux questions qui ont été posées précédemment. Sinon, j'ai un internaute qui nous pose la question de savoir comment se reconstruire en tant que peuple citoyen d'une nation après les nombreuses cassures sociales, économiques provoquées par la crise liée au Covid. Alors, c'est toujours en lien avec cette profonde crise, mais voilà, c'est comment une nation aidée de ses citoyens peut se relever de manière commune après tout ça. Merci beaucoup, Léonore. Et justement, on en parlait, Boris Cyrulnik, des fractures qui ont été révélées, parce qu'elles ont toujours existé, mais en tout cas qui ont été vraiment révélées, mises en avant par les médias lors de cette catastrophe. Vous voyez que j'adopte votre vocabulaire. Du coup, comment est-ce qu'on pourrait agir collectivement pour faire preuve de résilience et arriver à un meilleur vivre ensemble? Alors, il y a des peuples qui ont été fracassés. Je prends l'exemple des Arméniens. Au moment du génocide arménien, ils se sont très bien reconstruits. Et pourtant, ils ont eu un massacre. Je pense, par exemple,
Il y a un exemple qui est fourni par les Indiens du Guatemala. C'est mon ami Michel Tousignan qui a travaillé, il est prof à Montréal, prof de sociologie, et il a travaillé avec ce peuple. Il y a eu un dictateur qui est arrivé au Guatemala et qui a chassé les Indiens. Et pour prendre leurs terres, comme le font les colonialistes, quoi, on les chasse, on les tue et on s'installe. Alors, ces Indiens ont donc été obligés de quitter leurs terres. Et ils se sont divisés en deux groupes. Un groupe qui est resté près des frontières et qui est monté, je crois, au Mexique, mais qui est resté près des frontières et qui a gardé les rituels, qui a gardé les traditions, qui a gardé sa langue et qui surtout a refait un réseau amical pendant qu'ils étaient dans des camps. Et un autre groupe, le hasard de l'émigration, le hasard de la guerre, fait qu'ils ont été chassés, ils sont montés plus au nord et ils ont été mis dans des camps où là, il n'y avait pas de tradition, pas de rituel, il y avait juste de quoi ne pas mourir de faim. Le dictateur est tombé. Ce que font tous les dictateurs, c'est ce qu'ils font de mieux, hein, c'est de tomber. Donc, ce dictateur est tombé, les Indiens ont été autorisés à rentrer chez eux. Et là, on a vu que un groupe d'Indiens a très vite repris sa vie, très vite repris la construction des villages, réveillé leurs rituels, réveillé leur langue, réveillé leurs fêtes, et qu'il y a eu très peu de syndrome psychotraumatique. C'est le groupe qui, pendant le trauma, avait, près des frontières, gardé des traditions, gardé des valeurs, gardé la langue. Alors qu'au contraire, le groupe qui avait été mis loin des frontières dans un camp anomique, c'est-à-dire sans structure sociale ni structure naturelle, sans structure, quoi. Ils mangeaient pour ne pas mourir, c'est tout. Et bien là, il y a eu énormément de syndromes psychotraumatiques quand ils sont rentrés chez eux. Donc la culture est un phénomène vital. Nous, êtres humains, on vit dans un monde de mots, on vit dans un monde de culture. Ça exclut pas le monde de la biologie d'ailleurs, mais ce qui fait notre condition humaine, c'est les relations, c'est ce qu'on invente. Donc, il y a eu d'autres peuples qui ont fait des preuves que la résilience collective existe et que, en cas de fracas, la pire des solutions, c'est le camp. Ce qu'on voit beaucoup au Proche-Orient, ce qu'on a vu à Calais. À Calais, quand les immigrants ont été mis dans des camps, ils ne pouvaient pas s'intégrer. Il ne pouvait y avoir que des rapports de violence. Qui va prendre, donc c'est des rapports de violence qui se sont installés en 48 heures. Et généralement, comme je l'ai vu au Mexique, c'est un jeune garçon, un adolescent de 18-20 ans, qui prend le pouvoir avec une petite bande hyper violente qui augmente encore son pouvoir, et ces jeunes-là font régner la terreur. Et il ne peut pas y avoir de société, parce que c'est que des rapports archaïques de socialisation, la loi du plus fort. En revanche, dès qu'il y a une culture, tout le monde prend sa place, plus ou moins bien, plus ou moins vite, avec plus ou moins de talent. Mais quand je vais au théâtre, je prends une place de spectateur. Je ne monte pas sur la scène, rarement. Et ça me plaît bien quand même. Donc, quand je vais assister à un match de rugby, je vais dans les tribunes, je ne descends pas sur le terrain. Donc, et je suis quand même heureux. Donc, ça veut dire que j'ai participé. Donc, il y a des moyens culturels de préparer la résilience. Le camp, c'est le plus sûr moyen d'empêcher la résilience. Donc, remettre aussi la culture sur les rails au plus vite. Ça, on a bien compris. Stéphane, une autre question de nos internautes. Voilà, je l'ai dit, je le répète, cette émission, c'est la vôtre. N'hésitez pas. Oui, Magali, un petit tour du côté de Salon de Provence avec une question de Catherine. Bonjour Catherine, merci d'être parmi nous. Bonjour. Bonjour, votre question, on vous écoute Catherine. C'était une question qui rejoignait un peu la précédente. Il y a énormément d'appels aujourd'hui, d'initiatives pour imaginer le monde d'après. Et cette atomisation des propositions, le fait que chaque organisation ou chaque appelant soit très campé sur une certaine radicalité, une identité. Je me demande comment on va parvenir. J'ai l'impression des fois qu'on a plus de mal qu'avant à refaire des collectifs vraiment, voilà, qui permettent d'avancer. On peut chacun renoncer un petit peu
à certaines parties pour faire avancer un projet plus global et j'ai l'impression qu'on a un petit peu du mal. Voilà, alors ma question c'est est-ce Aller que vers vous le avez compromis, vers la construction. C'est ça la construction collective. C'est Oui. ce que disait Boris Cyrulnik tout à l'heure. Vous nous aviez dit il faut débattre plutôt que combattre. Je crois que c'est ça, Catherine, dont Oui. vous vouliez parler. Qu'en pensez-vous, Boris Cyrulnik? Comment remettre le débat au cœur de la société, mais au sens noble du terme, vraiment? On a, dans le dernier numéro de Sans Transition, on parle du convivialisme, et c'est exactement ça, c'est comment arriver à débattre, à arriver à mettre en avant des idées pour sortir une idée commune, un projet collectif. Quels sont les conseils que vous pourriez nous donner? Alors, c'est exactement la question que je me pose. C'est-à-dire que les Grecs avaient mis au point un lieu de débat, c'était le théâtre. Le théâtre mettait en scène les problèmes de la cité et les citoyens étaient enfermés et devaient en débattre et il fallait trouver une solution. Donc il y avait des discussions. Actuellement, qu'est-ce qui se passe quand on va au cinéma ou au restaurant? Quel est le lieu de débat? C'est le restaurant. C'est-à-dire que après le cinéma, après le théâtre, on va au restaurant et bien sûr, on n'est jamais d'accord. Mais comme on est entre amis et comme on est au restaurant, on échange les idées, on les travaille. Et là, c'est une autre forme de culture. Mais vous avez raison. Depuis quelques décennies, vous avez employé le mot radical. Depuis quelques décennies, c'était radicalisé. Et comme ça s'est fait entre la France et l'Allemagne, entre la France et l'Angleterre, entre la France et l'Espagne, entre la France et l'Italie, où on a été en guerre contre tous ces pays. Et on a été en guerre pourquoi? Parce que chacun était convaincu d'avoir la raison, toute la raison, donc était incapable d'avoir d'empathie, c'est-à-dire de se décentrer de sa représentation du monde pour tenter de se représenter le monde d'un autre. La littérature, le cinéma ont cette fonction de présenter le monde des autres. On va au cinéma, ben ça alors, je ne savais pas qu'on pouvait penser comme ça. Ah ben ça alors, j'ai passé 1 heure et demie dans un roman qui m'a présenté le monde mental, la culture d'un autre, la croyance religieuse d'un autre. Ah ben ça alors, ça m'étonne. Cette définition de l'empathie empêche la radicalité. Et dans ce cas, s'il ne pense pas comme moi, s'il n'a pas la même croyance religieuse ou scientifique que moi, eh bien, on va passer un contrat, on va essayer pendant 2 ans, c'est la fonction de la démocratie. Mais effectivement, depuis quelques années, on voyait la radicalisation, et je crois que c'est pour ça que depuis une décennie, je suis stupéfait par le nombre de dictateurs qui viennent d'être démocratiquement élus, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit en Amérique du Sud, comme on l'a fait en Europe, comme ça se refait aussi en Europe. Donc là, il y a une défaillance de la culture populaire. C'est-à-dire que on ne sait plus débattre. Tout de suite, on s'organise, on organise un système, un parti politique. C'est vrai aussi dans le domaine de la science. Hein. On organise un parti politique qui va imposer sa loi. Alors on agit auprès des décideurs, on agit, et l'autre, celui qui se voit exclu des postes de responsabilité, ben, il fait la même chose, ou alors il est obligé d'entrer dans les mécanismes de terrorisme. C'est-à-dire que on voit que le terrorisme, par bonheur, le terrorisme se termine toujours par un échec. Je ne pense pas qu'on puisse citer un seul exemple de terrorisme qui a mené à une amélioration de la condition humaine. Donc, mais en attendant, on paye très cher. Et puis surtout, quand le terrorisme existe, il angoisse tellement les gens que quand les gens sont terrorisés, ils votent pour un dictateur, un homme fort qui dit « moi je vais vous sauver, je vais, grâce à l'armée, grâce à la police, grâce à des milices, vous allez voir ce que vous allez voir ». C'est ce qui s'est passé. Après l'attentat des Twin Towers en septembre 2001, eh bien Bush a envahi l'Irak et ça a provoqué l'effondrement du Proche-Orient. Pour 3000 morts. Boris Cyrulnik, pardon. Excusez-moi, Oui. je vous coupe parce que vous parlez des États-Unis, vous nous avez parlé de dictateurs, mais aussi d'impossibilité à débattre. Comment est-ce que vous qualifieriez l'OVNI Donald Trump dans tout ce paysage politique? Est-ce que c'est la peur qui l'a fait élire aussi? D'accord. Vous n'avez pas une autre question? Drapeau blanc, c'est ça? Alors, non, mais alors là, il se passe un phénomène
peut-être c'est une pathologie de la démocratie, c'est que un nombre très